Romans-sur-Isère, c'est là aussi que sont nés les principaux suspects de l'attaque de Crépol et de la mort de Thomas. Romans-sur-Isère, c'est là encore que des militants d'ultra-droite venus de toute la France ont débarqué samedi pour en découdre. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà ce que le porte-parole du gouvernement a dit à vos côtés hier alors qu'il est venu sur place. Quand est-ce que ça a basculé, Madame le maire ? Alors, si moi j'étais capable de le dire, beaucoup auraient dû s'en rendre compte bien avant. Enfin, aujourd'hui, Romans, c'est une ville moyenne, comme nous en avons beaucoup en France. C'est une ville de 34 000 habitants où on aspire à une forme de tranquillité qu'on aimerait bien retrouver. Il y a eu les événements qui se sont opérés sur Crépol. Les auteurs identifiés sont des habitants de Romans, de jeunes habitants de Romans, nés à Romans, comme vous l'avez précisé, et qui habitent dans un quartier avec des problématiques, des difficultés, mais aussi une forme de groupe minoritaire qui vient polluer la vie de tout le monde. Le quartier de la Monnaie, le quartier qui est incriminé, c'est un quartier qui fait environ 4 500 habitants. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui mettent un bazar pas possible, avec vraiment un groupe extrêmement dur. Et parmi ces 100, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a 4 500 habitants. Et c'est vraiment ce que je veux qu'on essaie de comprendre avec vous. Vous êtes maire depuis 2014, oui. Vous l'avez donc vu évoluer, vous avez observé ce quartier. Vous dites 4 500, 100 jeunes qui au quotidien posent problème et un noyau dur qui sont particulièrement violents. On a pu mesurer le degré de violence qui était le leur, notamment dans le drame qui s'est opéré à Crépol samedi dernier. Le jeune Thomas a été poignardé et je dois dire que lors de la visite du ministre Véran hier, il a pu prendre la pleine mesure de la douleur des familles et aussi la manière dont ça s'est passé, quoi. Et donc, ça veut dire quoi, ça, Madame le maire ? Parce qu'on a quand même l'impression que beaucoup a été dit, que dès que les politiques parlaient, ils étaient accusés les uns de récupération, les autres de minimiser. Pendant 10 jours, vous avez finalement été assez seul. Vous avez vu l'agitation politique, mais sur le terrain, personne n'est venu jusqu'à ce que finalement le porte-parole vienne. Vous avez dit d'ailleurs, vous êtes senti abandonné et que le gouvernement ne prenait pas la mesure du drame qui s'était joué. Quand vous dites la colère et la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que vous voulez dire ? On a entendu parler de Rix. L'ensemble des jeunes qui étaient là, et des adultes, parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants pour aller dans le sens de l'attaque. 2 choses. Les familles demandent 2 choses. La première, c'est une fermeté sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Vous vous arrêtez là-dessus. Il y a eu au départ 2 témoignages qui avaient été rapportés par la presse, par le Dauphiné Libéré et par Paris Match, disant que certains habitants de Crépol avaient entendu les attaquants, pour reprendre votre mot, dire « on vient pour tuer du blanc ». Mais la justice, le procureur, a dit oui, il y a 9 des personnes qui étaient présentes dans la fête qui disent avoir entendu en effet des propos de cet ordre. Pour autant, il ne retient pas le caractère raciste de l'attaque. Si je vous écoute, pour vous, ça ne fait aucun doute et le simple fait d'en douter ne ferait qu'aggraver les choses ? Moi, je pense que la première des choses, ce serait de le considérer, quitte à l'analyser après. Je pense que là, c'est le rôle de la justice, mais je pense qu'il faut que... Enfin, c'est même pas je pense, je dis qu'il faut que ce soit pris en compte. Par les politiques, par le gouvernement ? Par la justice. Il faut qu'elle le prenne en compte et qu'elle puisse apprécier ces éléments. Mais est-ce qu'on n'est pas du ressort de l'émotion plutôt que de l'enquête ? Mais pourquoi le dire maintenant ? Je veux dire, c'est à la justice de le déterminer, ça. Donc je pense qu'il n'y a pas... Enfin, pour avoir entendu ces jeunes, et je pense que le ministre les a entendus hier, et j'ose même imaginer que s'il avait un avis avant d'arriver, il en avait un tout autre lorsqu'il est reparti. Avant de repartir, il a finalement dit « c'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur ». Vous êtes inquiète du fait qu'on ne soit pas à la hauteur ?
Alors, Ce « on », il est collectif, hein. je n'ai pas le droit d'être inquiète. Parce que lorsqu'on a des engagements, il s'agit aussi de prendre la pleine mesure des situations. Donc, moi, je suis déterminée, je suis extrêmement volontaire et j'aurai le courage de tout mettre sur la table. Mais je ne peux pas être seule. Parce que sur ce type d'intervention, sur cette volonté d'être acteur sur des quartiers qui sont difficiles, avec des poignées de jeunes qui sont, je vous le dis, on va se dire les choses, trafic de drogue, délinquance de plus en plus forte, et puis la radicalisation, disons les choses, quoi. Radicalisation, ça veut dire religion, radicalisation religieuse, musulmane. Musulmane, tout à fait. Donc, il y a un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Puis quand on dit trafic de drogue, il y a aussi la consommation. Et je dis aussi... La consommation, c'est-à-dire ceux qui achètent, mais aussi les délinquants qui eux-mêmes consomment. Bien sûr. Enfin, tout le monde, personne ne l'ignore, ça. Et sur ce point-là, je pense que il y a une chose qu'il faut aussi considérer, parce qu'on parlait souvent d'intégration. Alors, l'intégration, c'est très intéressant. On a eu des intégrations qui marchent extrêmement bien. Je voudrais quand même dire que la plupart des personnes qui sont à Romans, qui sont d'origine maghrébine, on n'a absolument aucun problème. Certains font partie de nos équipes municipales, nous n'avons aucun souci et nous ne pouvons que nous en féliciter, quoi. Mais aujourd'hui, on a tout un quartier qui souffre avec cette poignée qui met un bazar pas possible. Enfin, c'est même plus un bazar, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui ne sont pas entendables. Vous avez dit justement... vous avez alerté sur cette forme de délinquance qui est devenue inouïe. Vous dites d'ailleurs que les réponses, on va y revenir sur la question des sanctions, ne sont plus adaptées à ce type de délinquance. C'est quoi comme comportement? C'est quoi au quotidien? Je veux dire, sans arriver jusqu'au drame absolu qu'est la mort de Thomas. Bien, quand on décide de faire de son quartier une zone de non-droit, c'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. C'est une zone de non-droit. Ce n'est pas une zone de non-droit. Moi, je leur dis, ce ne sera pas une zone de non-droit. Mais ils le tentent, et par quels moyens? Parce qu'ils occupent le terrain. Après, je dis que la réponse pénale sur l'ensemble des délits qu'ils ont pu commettre avant, elle n'était pas à la hauteur non plus des actes commis. C'est-à-dire qu'on pratique la culture de l'excuse à longueur de temps. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter la culture de l'excuse et il faut des sanctions plus fermes, dites-vous. Alors, vous savez quoi, on va rentrer dans le détail très concret. Un exemple, Chaïd, qui est l'un des gardés à vue désormais mis en examen. Il y a donc 9 mis en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. 6 ont d'ailleurs été placés en détention provisoire, 3 sous contrôle judiciaire. L'un d'eux, donc, avait déjà eu affaire à la police et à la justice, au moins 2 fois, avec 2 condamnations, des amendes pour recel de vol pour l'un, pour violence avec port d'armes blanches. Et il s'est vu notifier le 25 septembre dernier une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme, un couteau est une arme, d'une durée de 2 ans. Cette notification très officielle de ne pas avoir le droit de porter un couteau, bon, qui s'est avérée donc totalement inutile, ça vous fait même lever les yeux au ciel. Vous vous dites, c'est ce genre de sanction où vous vous dites, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun... je veux dire, ça ne sert strictement à rien. Je pense que ce qui serait intéressant... Je ne vais pas citer de nom parce que moi, je ne connais pas directement cette personne. Et vous reviendrez justement sur cette question parce que ça a fait débat. Mais allez-y. Oui. Ah oui, on peut revenir dessus. Je ne connais pas personnellement et directement cette personne. Je dis juste une chose, c'est que ce noyau dur, on a aussi un ensemble d'individus qui sont issus de parents qui étaient déjà délinquants. Donc, quelque part, c'est une culture qui se transmet, quoi. À un moment donné aussi, on a sur ce noyau dur des jeunes pour lesquels il y a des problématiques qui relèvent de la santé mentale. Alors, je suis à peu près la seule à le dire, mais je ne suis pas la seule à le constater. Donc, à un moment donné, moi, je dis les choses. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien à faire du point de vue de la justice. Pas du tout. C'est-à-dire que si c'est appliquer les lois de telle manière de dire tiens, il a une peine, ça va. L'objectif est quand même, lorsqu'il y a une peine, c'est de le remettre dans le droit chemin. Sauf que si vous essayez de câbler quelqu'un qui n'a pas déjà les gaines de passage, ça fonctionnera jamais. Donc la réceptivité de ces personnes par rapport à la peine qu'ils ont reçue, mais ça n'a absolument aucun effet. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus forts que lorsqu'ils sont partis, parce que ça devient les caïds. Donc à un moment donné, je dis qu'il faut arriver à extraire ce noyau dur.